Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce Lex Inside, on va parler conformité et droit social dans le secteur industriel avec Clémentine de Guilbon, associée chez Morgan Lewis. On parlera ensuite de l'abaissement du seuil de franchise de TVA pour les micro-entrepreneurs avec Nathalie Abibou, associée chez Arsène. Et enfin, on parlera comment développer ses soft skills avec Guénaëlle Bock, directrice de l'Institut de la Performance. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti! On démarre tout de suite ce Lex Inside, on va parler conformité et droit social dans le secteur industriel avec mon invitée Clémentine de Guilbon, associée chez Morgan Lewis. Clémentine, bonjour. Bonjour. Nous allons décrypter ensemble les enjeux de conformité pour les employeurs du secteur industriel. Pour commencer, selon vous, quels sont les principaux défis de conformité auxquels sont confrontés les employeurs du secteur industriel ? Oui, bien sûr. Alors, à mon sens, l'un des principaux enjeux dans le secteur industriel, c'est pour les employeurs de maîtriser à la fois les coûts, mais également l'impact organisationnel des réformes juridiques qui s'imposent à eux. Donc, je vais prendre par exemple la réforme des congés payés l'année dernière, qui a imposé aux employeurs de cumuler des congés payés des salariés absents en arrêt maladie. Cette réforme, elle est d'application rétroactive. Donc, le coût pour les employeurs, il est relativement immédiat, puisque toute absence doit donner lieu à cumulation de congés payés. Il est également important, lorsque les employeurs ont décidé d'anticiper la rétroactivité de cette loi, dans la mesure où, sur les 3 dernières années, ils ont calculé pour toutes les absences les congés payés acquis pour les salariés. Donc, je discutais avec un client sur ce sujet récemment, dans le secteur industriel, qui m'a indiqué que l'impact financier pour son entreprise, pour son usine, il a été d'environ 1 000 € en moyenne par salarié. Donc c'est assez conséquent. C'est conséquent, d'autant plus que là, en l'occurrence, c'était un secteur industriel sinistré. Ouais. Voilà. Je voulais aussi illustrer peut-être mon propos avec un deuxième exemple. Là, en discussion, on a une loi qui a pour objectif de permettre aux salariés de s'absenter afin de donner leur sang. Là encore, dans le domaine industriel, comment va-t-on appliquer ces nouvelles dispositions puisque généralement, les sites industriels ne sont pas juste à côté de centre de don du sang. Par ailleurs, dans le secteur industriel, souvent le travail est organisé en équipe, en 2-8, en 3-8. Donc, comment anticiper ces différentes absences? Donc voilà, donc c'est autant, selon moi, d'enjeux importants dans ce secteur-là. On voit que les défis sont nombreux. Face à ces défis, quels sont les leviers pour les employeurs du secteur industriel? Oui, absolument. Alors, les leviers, c'est d'identifier des moyens juridiques, d'être créatif pour trouver des solutions afin de contrecarrer les effets négatifs de ces différentes réformes, tant, je le disais, en termes de coûts que en termes d'impact organisationnel. Si on prend l'exemple des congés payés, l'un des effets, c'est également une augmentation, enfin c'est ce que disent les employeurs, une augmentation de l'absentéisme. Il est assez important déjà dans le secteur industriel, puisqu'on dit qu'il est souvent un tout petit peu au-dessus de la moyenne nationale, qui est d'environ 5%. Dans le secteur industriel, on est plutôt aux alentours de 6%. Donc une solution pour endiguer l'absentéisme, c'est par exemple ce qu'on a fait là récement dans une entreprise de ce secteur-là, c'est revoir les critères du dispositif d'intéressement et prévoir c'est prévoir, par exemple, d'encourager la baisse de l'absentéisme par des primes d'intéressement qui seraient plus importantes pour les salariés. Reprenant mon deuxième exemple sur le don du sang, pour les employeurs, ce serait également d'anticiper ces absences-là et pourquoi pas d'organiser des dons du sang directement sur site. Voilà. Donc on voit qu'il y a beaucoup de leviers qui sont mobilisables. Il y a aussi peut-être un enjeu, c'est celui des relations collectives.
Quelle est la situation actuelle des relations collectives dans le secteur industriel? Bien sûr, alors sur les relations collectives, déjà ce qu'on peut se dire, c'est que la majorité des entreprises dans le secteur industriel ont une présence syndicale. Ça n'a pas changé. L'autre enjeu, c'est, comme vous le savez certainement, les relations sociales ont été profondément remodelées au cours des dernières réformes ces dernières années. Donc on a, pour donner quelques exemples, en 2013, l'introduction de la BDES, on a eu ensuite les réformes El Khomri avec la refonte totale du dialogue social, puis ensuite encore les ordonnances Macron avec le CSE. Nous, praticiens du droit, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises dans le secteur industriel, elles se sont adaptées. Alors la charge, elle reste quand même très souvent sur les professionnels RH en entreprise. Donc on voit en effet que le contexte réglementaire est très prégnant. On va s'intéresser aux employeurs. Quels sont les principaux points pour eux aujourd'hui ? Oui, l'enjeu dans le cadre des relations collectives, c'est maintenir un dialogue social constructif tout en restant conforme à la législation sociale. Comment on fait alors concrètement ? Donc, comment faire ? Alors, comme je le disais, les réformes juridiques s'empilent. Je vais donner l'exemple de la consultation du CSE. C'est souvent ce genre de questions sur lesquelles nous sommes interrogés. Donc là, si on prend un exemple récent, depuis le début de l'année, certains employeurs ont l'obligation d'informer et consulter le CSE en matière de durabilité. Donc là, pour les employeurs, ça va être quoi ? Déjà de s'interroger, est-ce que cette nouvelle obligation s'applique à notre entreprise ? Oui, non. Ensuite, à quel moment j'intègre cette nouvelle consultation dans le cadre de mes consultations annuelles obligatoires ? Et ensuite, quelles informations je dois donner ? Donc, nous, le conseil qu'on donne aux employeurs, c'est évidemment de rester très alerte et, sur ces différentes réformes et les anticiper. Donc la vigilance est de mise. Un autre point qui me semble important, c'est la réforme de l'action de groupe. Concrètement, quelles sont les nouveautés en droit du travail ? Alors, effectivement, la réforme de l'action de groupe en matière sociale, c'est un gros sujet aujourd'hui. Donc, si on fait un tout petit retour en arrière, donc comme vous le savez, l'action de groupe, elle est ouverte déjà depuis 2016. L'Observatoire des actions de groupe dénombre environ une trentaine d'actions de groupe. Donc, il n'y a pas eu un mouvement d'actions de groupe très important depuis la mise en place de l'action de groupe. En matière sociale, jusqu'à présent, elle était limitée aux actions en manquement en matière de discrimination, mais également des manquements en matière de violation des données à caractère personnel. Donc le champ était assez limité. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi du 30 avril 2025, le champ matériel de l'action de groupe, il est considérablement augmenté. Pourquoi ? Puisque désormais, tout le code du travail est ouvert à l'action de groupe. Donc, c'est-à-dire, j'ai illustré mon propos, mettons un employeur qui ne respecterait pas sa convention collective, un employeur qui ne respecterait pas un accord collectif, ou si on reprend notre sujet d'aujourd'hui dans le secteur industriel, un employeur ou une usine qui ne respecterait pas des dispositions essentielles en matière d'hygiène et de sécurité, eh bien, ce type d'action en manquement pourrait tomber dans le champ d'une action de groupe. Ça veut dire des risques de contentieux plus importants. Exactement, des risques de contentieux plus importants. Donc, alors, ce qui est important pour nos auditeurs de comprendre aussi, c'est comment ça marche concrètement avec cette réforme. Donc, déjà, qui peut initier une action de groupe ? Ça va être tout d'abord des organisations syndicales représentatives, mais également peuvent initier l'action de groupe des associations agréées. Voilà. Ensuite, sur quoi va porter l'action de groupe ? Eh bien, elle va porter sur ça va être une action en manquement, c'est-à-dire que ces organisations syndicales, ces associations vont porter à la connaissance de l'employeur le manquement. Le non-respect d'obligations à sa charge. Exactement. Et ce qu'il est important de noter, c'est qu'il n'est pas nécessairement obligatoire de démontrer un préjudice pour les salariés. Voilà. Donc, je reviens sur l'objet de l'action de groupe. Donc, c'est faire cesser un manquement, mais le cas échéant, s'il y a préjudice, faire réparer ce préjudice-là. Je commençais à l'annoncer. Il y a donc une phase préalable de mise en demeure qui est très importante. À réception de la mise en demeure, l'employeur il va avoir 1 mois maximum pour accuser réception de cette demande-là. Informer son CSE, ses représentants du personnel en interne,
et également les organisations syndicales représentatives. L'objectif de cette première phase, c'est de trouver des solutions. Bien sûr. Trouver des solutions. Maintenant, si aucune solution ne peut être trouvée, eh bien, à ce moment-là, 6 mois à compter du lancement de cette action collective, l'action, elle va pouvoir être portée devant le juge judiciaire. Donc, vigilance est de mise, attention à agir promptement. Oui. Et on va conclure du coup sur ces conseils. Voilà, alors peut-être qu'on pourrait rajouter pour conclure, c'est une fois que l'action elle est portée devant le juge judiciaire, juste sur le rôle du juge judiciaire, ça va être de déterminer quel est le groupe qui est concerné par cette action de groupe, les critères de rattachement des salariés au groupe, les mesures de publicité de l'action de groupe, c'est-à-dire sous quel délai en fait les personnes qui peuvent être rattachables au groupe concerné par le manquement peuvent intégrer ce groupe. Très important, lorsqu'il y a un préjudice, le juge il va également définir les modalités de réparation du préjudice. Il faut savoir que la loi elle prévoit également la possibilité d'une réparation collective. Voilà. Et j'ai presque terminé. Et les effets de cette action de groupe, ça va être une suspension des délais de prescription. Voilà, jusqu'à ce que la procédure soit terminée et un peu plus. Et également, les personnes qui seraient concernées par un manquement, eh bien, si ce manquement a été réparé dans le cadre de l'action de groupe, ne pourront pas porter d'action individuelle devant le juge. En revanche, si certains manquements n'auraient pas été réparés, dans ce cas-là, ils peuvent le faire à titre individuel. Voilà. On va conclure là-dessus. Merci Clémentine de Guillemont. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Morgan Lewis. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler seuil de franchise de TVA chez les micro-entrepreneurs. On poursuit ce Lex Inside en parler du seuil de franchise de TVA pour les micro-entrepreneurs avec mon invitée Nathalie Abibou, avocate au sein du cabinet Arsène. Nathalie Abibou, bonjour. Bonjour Arnaud, merci pour l'invitation. Nous allons nous intéresser à la question du seuil de franchise en base de TVA pour les micro-entrepreneurs. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste précisément ce régime de franchise en base de TVA pour les micro-entrepreneurs en France et quel était son fonctionnement avant le 1er janvier 2025 ? Alors, très bon point effectivement de commencer par l'origine et le fondement. Donc ce régime de franchise en base est un régime qui existe au sein de l'Union européenne et plus particulièrement en France. Ce régime est destiné aux entreprises, à la fois des micro-entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs qui permet en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, notamment 85 000 € pour les biens, la restauration, l'hébergement ou 37 500 € pour les services, de ne pas appliquer la TVA, c'est-à-dire de ne pas facturer la TVA aux consommateurs et de ne pas avoir à déposer des déclarations de TVA subséquentes. Bien évidemment, en contrepartie, il y a quand même un impact, naturellement, du fait qu'on ne facture pas de TVA. L'entrepreneur n'a pas la possibilité de récupérer la TVA sur ses dépenses. Après, le régime est très complexe aujourd'hui, dans l'état actuel, on va dire, de la loi, puisqu'il y a plusieurs seuils qui varient selon les secteurs d'activité, notamment d'où on va dire la nécessité de simplification qui avait été portée dans le cadre de la loi de finances pour 2025. Alors on a vu les différents seuils au niveau français. La loi de finances pour 2024 a transposé une directive européenne du 28 février 2000 qui instaure un régime de franchise de base au niveau européen à compter du 1er janvier 2025. Dans ce cas, comment coexistent les deux systèmes nationaux et communautaires européens ? Alors, effectivement, sur cette réforme qui est issue d'une directive du 28 février 2020, qui a été transposée, comme vous l'avez indiqué, dans la loi de finances pour 2024, on a un régime qui va permettre à des entrepreneurs qui ne sont pas implantés dans le pays dans lequel ils vont réaliser des services ou des livraisons de biens, de bénéficier de la franchise. Ce qui est une révolution, puisque avant, un entrepreneur qui n'était pas établi dans le pays ne pouvait pas bénéficier du régime de franchise en base qui était réservé aux sociétés établies dans le pays où on réalise les activités. Donc, désormais,
il y a un double plafond pour pouvoir bénéficier de la franchise en base dans un autre État membre de l'Union européenne, à la fois un plafond global de chiffre d'affaires de 100 000 euros au global dans les États membres de l'Union européenne, et la nécessité de respecter une deuxième condition, c'est-à-dire le respect des seuils en national, notamment de la franchise en base. Je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, une entreprise française qui n'est pas établie en Belgique, mais qui souhaite réaliser des opérations en Belgique et de bénéficier de la franchise en base, ça sera possible, même sans être implanté physiquement en Belgique et inversement. Donc c'est quand même une révolution au niveau européen. Et c'est peut-être ça qui avait motivé aussi, à travers la loi de finances pour 2025, de réduire, abaisser le seuil de la franchise en base en national en France. Alors justement, on va revenir sur cette loi de finances 2025 qui donc abaisse les seuils de franchise en base de TVA pour les micro-entrepreneurs. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement à abaisser ces seuils ? Alors, il y avait deux motivations, en tout cas qu'on peut entendre. Il y avait le fait potentiellement que l'abaissement était nécessaire pour endiguer des distorsions de concurrence interne, donc vraiment de se dire qu'il y avait une différence de traitement potentiel entre les bénéficiaires de la franchise en base de TVA et les non-bénéficiaires de la franchise en base de TVA. Mais on a pu le voir à travers le rapport de la Commission des finances notamment, qui avait été, on va dire, dirigé par le député Paul Midi, qu'en réalité, c'est pas un débat sur la TVA, puisqu'en TVA, il y a une certaine neutralité, puisque l'opérateur, et ça c'est un point qui n'est pas souvent souligné dans le cadre des publications, c'est aujourd'hui le régime de franchise en base est de droit pour les personnes qui sont en dessous des seuils, mais les opérateurs ont la possibilité d'opter pour la TVA. Et ça, c'est important de le rappeler, qu'il y a une possibilité d'opter pour la TVA et de rentrer dans le régime de droit commun. Donc, ce sujet de distorsion de concurrence interne, voilà, il faut le nuancer. À mon avis, on a plus probablement des sujets économiques entre les bénéficiaires des auto-entrepreneurs et leurs droits et les entrepreneurs classiques, mais ça c'est un pas. Et un autre volet, c'était la distorsion de concurrence sur le plan européen, de se dire que en abaissant les seuils, ça permettait d'être dans un contexte un peu plus favorable au niveau économique et de pouvoir en fait faciliter les transactions au sein de l'Union européenne. Là encore, je pense que ça vaut pour des secteurs comme le bâtiment, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont sollicités et peut-être un déplacement au titre de la libre prestation de services. C'est un peu moins vrai pour des services à la personne. Donc on voit que cet abaissement des seuils a suscité un certain nombre de critiques. Les conséquences économiques et sociales, quelles sont-elles ? Alors, bon, je ne suis pas spécialiste, on va dire, économique ou sociale, mais on voit à travers la TVA les conséquences assez immédiates. D'un point de vue économique, l'opérateur n'aura pas d'autre choix que sur ces deux volets, c'est soit d'augmenter les prix, mais on est en train de dire que sur une base de TVA au taux normal de 20%, ça fait augmenter les prix de 20%. Donc, on aura des opérateurs qui vont probablement, en optant pour ce choix, d'avoir des difficultés d'augmenter les prix dans un contexte un peu inflationniste, donc un impact chez les clients et de perte potentielle de clients. Et on a par ailleurs aussi le risque de se dire je ne vais pas impacter les clients et le prix que je pratique, mais plutôt je vais rogner en fait sur ma marge. Mais là aussi, ça peut rompre les équilibres d'un business plan. Et d'un point de vue social, on tire mécaniquement en fait de cet effet, on n'a plus l'équilibre, on va dire, d'un business plan et donc des risques de fin d'activité notamment. Alors, face à ces critiques, le gouvernement a décidé de suspendre la réforme et il a annoncé une réforme plus équilibrée dans le cadre du projet de loi de finances 2026. Concrètement, quels seront les seuils effectivement applicables au 1er janvier 2026 ? Alors, je n'ai pas de boule de cristal parce que tout est en cours de discussion. On a effectivement, jusqu'au 31 décembre 2025, on a la possibilité d'appliquer les anciens seuils avant l'adoption de la loi de finances qui devait s'appliquer au 1er mars 2025. Il est probable, dans le cadre des discussions, et notamment en attendant la concertation, qu'on ait des seuils, on va dire un abaissement probable sur des secteurs pour lesquels il y a effectivement une forte concurrence, en tout cas pour éviter des distorsions de concurrence, d'avoir un abaissement.
On évoquait le bâtiment, par exemple, et de maintenir, on va dire, les seuils actuels pour d'autres secteurs d'activité comme le médical, on l'avait évoqué, ou le service à la personne notamment, qui permettrait. Et peut-être une remarque un peu conclusif, exactement conclusif, c'est qu'aujourd'hui, il faut garder en mémoire que chaque État membre est libre du seuil qu'il applique. Aujourd'hui, on a une vague de seuils, notamment quand on prend l'Allemagne ou la Belgique, où on est entre 20 000 et 25 000 euros, alors que les pays du Sud, l'Espagne et l'Italie, sont proches du système ancien français. Ce sera le mot de conclusion. Merci Nathalie Abibou. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Arsène. Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du développement des soft skills chez les professionnels du droit. Avocat, juriste, comment développer vos soft skills? On en parle tout de suite avec mon invité, Guénaëlle Bock, directrice de l'Institut de la Performance. Guénaëlle, bonjour. Bonjour Arnaud. On va évoquer ensemble l'importance des soft skills pour les avocats et les juristes. Mais tout d'abord, quelle est la définition des soft skills? Alors merci de me poser cette question parce qu'effectivement c'est toujours un peu difficile d'arriver à voir ce qu'on met derrière. En fait les soft skills ce sont les comportements. Donc c'est vraiment une compétence qu'on peut avoir. Pour se donner un point de repère, ça s'oppose par exemple à la posture, qui est en fait une attitude qu'on va choisir stratégiquement d'adopter ou pas. Je vais être leader, je vais être facilitateur, ou à la personnalité, qui rejoint vraiment à ce qu'on est, en fait. Donc les soft skills, c'est effectivement la façon dont on se comporte. C'est un peu une attitude, c'est ça? Alors oui, ça renvoie à ça. En tout cas, il peut y avoir, je dirais, l'attitude qui va être impactée par la compétence qu'on va activer, par exemple l'écoute. L'écoute active, c'est une soft skills. Et en fait, c'est vrai qu'on va avoir une attitude qui va pouvoir être un peu différente quand on est dans une phase d'écoute active versus quand on est dans une phase, par exemple, de persuasion ou de leadership par une prise de parole très impactante, par exemple. Alors maintenant que l'on sait ce que sont ces soft skills, concrètement, pourquoi ces soft skills c'est devenu un élément incontournable pour les professionnels du droit aujourd'hui? Parce qu'en fait, le monde du droit change. Alors, il n'y a pas que celui du droit, mais en tout cas, celui du droit change aussi. D'abord parce qu'il y a une concurrence assez importante, évidemment, entre les cabinets, mais également entre les collaborateurs. Le personal branding de l'avocat est un élément important. Il y a également des éléments autour de l'IA. L'IA qui bouscule les business models. Quand on facture autant, forcément, on peut se poser la question de comment on va faire effectivement pour faire évoluer notre pratique du droit, mais également des sujets comme la féminisation ou les nouveaux modes de travail, ou par exemple la cohabitation de différentes générations au travail. Tous ces éléments-là, en fait, font que la dimension, la compétence technique, l'expertise restent des fondamentaux, évidemment, pour être un bon avocat, mais en fait, les aspects humains, donc la dimension effectivement comportementale, font que vous allez passer d'un bon praticien à un excellent business partner, si je peux le dire comme ça. Et c'est en ça que les soft skills sont stratégiques. Et on sait aussi pour les avocats, les juristes, la dimension humaine est particulièrement importante. Oui, parce qu'en fait, ils interviennent que sur des sujets à enjeux émotionnels forts, que ce soit dans une phase de M&A, dans un due deal, que ce soit effectivement avec des particuliers. L'écoute, on le sait, comment dirais-je, la capacité en fait à emmener les gens et à inspirer de la confiance, c'est effectivement un des points clés quand on fait ce métier. Alors au-delà de ces points clés, quels sont les soft skills à cultiver? Alors il y en a 3, je dirais, si on devait les regrouper. Le premier, c'est tout ce qui va être sur l'impact relationnel. Donc qu'est-ce qu'on met derrière ça? Eh bien on va mettre par exemple l'écoute active, j'en parlais tout à l'heure, mais également la capacité donc à créer de la confiance et la capacité à avoir une posture claire. Donc ça, ces éléments-là, en fait, qui passent par différentes techniques, eh bien, ce sont déjà ce qu'on pourrait regrouper dans l'impact relationnel. Il y en a une deuxième qui est la visibilité maîtrisée. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est votre capacité à communiquer, à faire valoir votre expertise sans rentrer dans la vente. Par exemple, ce que je suis en train de faire là, c'est un exercice, bien évidemment, de visibilité maîtrisée. Mais le choix, par exemple, de la stratégie éditoriale que vous allez avoir pour votre cabinet, quelle publication, quel sujet, etc. C'est aussi un sujet, je dirais, de visibilité maîtrisée. Et dans ce sens-là, c'est une façon de valoriser son expertise, encore une fois, sans rentrer dans
chose un peu avec des gros sabots de vente. Et troisième soft skill à développer? On en parlait un peu tout à l'heure, c'est l'agilité émotionnelle. Donc, pour pouvoir, bien sûr, interagir en absorbant et en faisant des éléments, des constitutions, des ingrédients émotionnels de l'échange, des atouts, mais également sa propre émotion, son stress, son anxiété, sa durabilité, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que le métier d'avocat est un métier extrêmement intense. Ce n'est pas le seul, mais celui-ci est particulièrement exposé, je dirais. Et donc, savoir durer longtemps, rester performant longtemps, c'est aussi important. Des choses qui s'apprennent, et ça passe donc par l'agilité, effectivement, relationnelle. Alors, émotionnelle, pardon. Vous parlez de l'apprentissage, justement. Comment on se forme à ces soft skills? Alors, effectivement, il y a différents axes. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la représentation qu'on peut avoir de la formation, c'est 1 jour, 2 jours dans une salle, etc. Pas forcément. En fait, les soft skills, et ça, c'est les neurosciences qui nous le montrent, c'est beaucoup plus pertinent de se former sur des formats courts, 1 heure, 2 heures, et par contre de le faire régulièrement. Parce que ça prend du temps, en fait, de changer ses comportements habituels. Et c'est mieux pour l'acquisition de le faire comme ça exactement, ça, régulièrement. Exactement. Contrairement à un savoir technique, où là, vous pouvez, un peu comme à l'école, je dirais, les techniques académiques vont être, peuvent être déjà robustes pour le faire. Pour le coup, sur les soft skills, il faut travailler un petit peu différemment. Donc, plutôt des formats courts. Nous, évidemment, on travaille avec des intervenants qui sont des praticiens pédagogues, qui sont experts du sujet. Parfois, ils sont experts du monde juridique, mais parfois pas. Parce que ce détour pédagogique, ou en tout cas ce pas de côté, est pour le coup très éclairant sur certains sujets. Et puis l'idée évidemment c'est de pouvoir donc le faire régulièrement pour pouvoir sentir une montée en compétences progressive. Et donc on intervient alors sur des choses très larges, ça peut être du média training, puisqu'évidemment il y a un vrai sujet quand je parlais d'exposition tout à l'heure médiatique. Bien sûr. La gestion du stress, la posture, effectivement, le leadership, par exemple, c'est un vrai sujet aussi, la prise de parole et le leadership quand vous voulez... Même si on est avocat associé d'un grand cabinet ou d'un plus petit d'ailleurs? Alors oui, et pourquoi il faut continuer à se former? Parce que en fait, les attentes de vos interlocuteurs peuvent changer. L'écosystème dans lequel vous allez interagir peut changer, et aussi vos collaborateurs peuvent attendre des choses un peu différentes. C'est-à-dire que les soft skills, c'est pas que pour les clients ou que pour l'extérieur, c'est aussi pour l'intérieur. Et donc, quand vous commencez à être associé et que vous avez du coup une responsabilité aussi de fidéliser vos talents, de recruter, de donner envie à vos collaborateurs, et bien évidemment de participer au succès du cabinet, il y a des soft skills qui peuvent être utiles. On va conclure là-dessus. Merci Guénaëlle Bock. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut de la Performance. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.